Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc on a dit qu'on va commencer, puisque vous le souhaitez, par une interro surprise. Bien sûr, on va faire un seul exercice, mais qui va, Inch'Allah, tout récapituler. Donc ça va être un exercice corsé. Donc bien sûr, vous faites comme moi, vous prenez une feuille et un crayon, parce qu'il va falloir noter. Moi-même, regardez, je ne vais pas essayer de tout retenir de tête. Je vais noter au fur et à mesure ce que je vous donne. Donc le premier mois de l'année 1445, j'avais sur mon compte en banque uniquement 100 euros. Et je n'ai absolument pas d'autre argent que ça. J'ai pas d'argent en cash. J'ai que 100 euros sur mon compte en banque, le premier mois. Le deuxième mois, 1445, j'ai eu des aides sociales d'un montant de 300 euros. Donc deuxième mois 1445, j'ai eu 300 euros d'aide sociale. Troisième mois, ma chère maman me donne 200 euros de cadeau. Donc troisième mois, j'ai eu 200 euros parce que ma maman m'a fait un cadeau. Deuxième mois, c'était 300 euros d'aide sociale. Et le premier mois, je partais déjà avec 100 euros. Pourquoi je vous dis je pars avec 100 euros? Parce qu'à chaque fois, je vous donnais des exemples où on partait de zéro. Ben, je vais vous montrer que même si tu pars pas de zéro, la règle ne change pas. C'est toujours la même façon de calculer. Donc 100 euros, c'était mon épargne initiale. Quatrième mois, j'achète. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Bah tiens, j'achète des bijoux. On va vraiment corser la chose. J'achète des bijoux. Et pour faire plaisir aux sœurs, on va dire que je suis une sœur, d'accord? Là, on prend l'exemple d'une femme. La femme, elle va acheter pour 500 euros de bijoux. Donc, quatrième mois, la sœur, elle décide d'acheter pour 500 euros de bijoux en or. Mais avec la niya, l'intention de les revendre une année après, parce qu'elle a entendu que le cours de l'or, il allait exploser. Et que le cours de l'or ne fait que grimper. Donc elle se dit, c'est un investissement rentable. Moi, je vais acheter 500 euros de bijoux en or. Et Inch'Allah, quand ça aura bien augmenté, je vais les revendre. Donc la sœur, elle les garde précieusement dans un coffre-fort. Elle n'y touche pas pour pas les abîmer. D'accord? Parce qu'elle a pour but d'en tirer un grand bénéfice. Il s'avère que c'est... je ne sais pas comment on dit l'expression, la réalité a dépassé toutes ses espérances. Le 10e mois de l'année, elle arrive, le cours de l'or explose. Du coup, le 10e mois de l'année, elle arrive à revendre ses bijoux à 1000 euros. Donc je récapitule pour aller très vite. Premier mois, j'avais 100 euros d'économie. Deuxième mois, j'avais 300 euros d'aide sociale qui sont rentrés. Troisième mois, j'ai eu 200 euros de cadeaux par ma chère maman. Quatrième mois, je me suis acheté pour 500 euros de bijoux en or que je ne porte pas, je ne les utilise pas, je les destine à la revente quand le cours de l'or il aura explosé. Et le 10e mois, il y a une grosse explosion du cours de l'or. Je me dis, c'est le moment ou jamais de les revendre. Le 10e mois, je revends mes bijoux et j'arrive à en tirer 10 000 euros.
Et 12e mois de l'année, donc quand je dis 12e mois, c'est juste avant le tout dernier jour de l'année. 12e mois, j'ai des primes. Ah oui, hein, 1000 euros, pardon. Je vous ai dit, j'ai revendu mes bijoux 1000 euros. On m'a dit que je viens de redire 10 000, non. J'ai revendu mes bijoux 1000 euros. Donc j'ai doublé la mise. Et le 12e mois de l'année, j'ai encore eu des aides sociales de 300 euros. Donc dites-moi, est-ce que j'ai une zakat à sortir? Si oui, combien? Et si oui, quand? Alors, je vous rappelle qu'on était en l'an 1445. Du coup, 12e mois de l'année 1445, j'ai eu des aides sociales de 300 euros. Et le lendemain, je me retrouve en 1446. Alors, moi, j'ai fini mes petits calculs. Peut-être que certains sont plus rapides que moi. Alors, je vois déjà Samir qui m'a apporté un bon montant. Je vais regarder ce qu'il nous a dit Samir. Alors, je vais remonter au plus haut pour voir dans l'ordre. Alors, la première à m'avoir répondu, c'était Bint Amin. Et elle me disait que elle sort la zakat le 12e mois de l'année suivante sur 1400 euros. Et ça, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que si elle attend le 12e mois de l'année suivante pour sortir 1400 euros, elle sera très en retard. On va expliquer pourquoi. Lorsqu'on va détailler comment il fallait faire le calcul, la sœur Bint Amin comprendra. Alors, Ahmed m'a dit il sort 600 euros le 3e mois de 1446. C'est une erreur. Donc, comme quoi, j'ai bien fait de vous faire une interro surprise qui récapitule tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Et je vois que malheureusement, voilà, il va falloir s'entraîner avec ce sujet de la zakat parce que les choses ne sont pas encore claires. Alors Inès me dit on sort la zakat sur les 1000 euros finaux. Le problème c'est que moi au final j'ai 1400 euros en l'an 1446. Donc je comprends pas comment la sœur Inès se retrouve avec seulement 1000 euros final ou finaux. Donc la sœur Inès a bien compris qu'il fallait les sortir le 3e de l'année suivante. Enfin il faut éventuellement je peux les sortir au 3e de l'année suivante. Les 300 euros du 12e mois, on les sort soit en avance, soit au 12e mois de l'année prochaine. Donc encore une fois, la sœur Inès avait bon. Mais par contre, elle a oublié une centaine d'euros. Elle a oublié une centaine d'euros dont il faut s'acquitter de la zakat. Parce qu'au final, il y a 1400 euros dans ma poche. Il n'y en a pas que 1300. Alors Nathanaël nous dit oui le 4e mois. Donc déjà, c'est pas le 4e mois. Et Nathanaël nous trouve 27,5, ce qui est faux également.
Donc pour l'instant, je n'ai eu aucune bonne réponse pour l'instant. Je continue à regarder vos réponses. Alors Marcus nous a dit le troisième mois 1446 sur 500 euros. Alors j'ai envie de dire à Marcus, non, non, pas possible. Marcus encore, il a fait une erreur. Alors Ammar, il a la bonne réponse. Il m'a pas détaillé comment il a fait ses calculs, mais il a eu la bonne réponse. Samir Mohamed, il a oublié 100 euros, comme la sœur Inès tout à l'heure. Sinon, c'était la bonne réponse. Alors non, Saïda nous dit quand on veut dans l'année. Non, pas du tout. Justement, c'est pas du... la zakat, c'est pas du tout quand on veut, hein. C'est vraiment, il y a une date butoir qu'on ne peut pas dépasser, qu'on n'a pas le droit de dépasser. Alors, Samia avec un I, mauvaise réponse. Alors, Abou Shams, il m'a dit qu'il y avait une zakat à sortir de 2,5% sur 1400, c'est ça. C'était ça ce qu'il fallait faire comme calcul, mais il m'a dit qu'on a atteint le Nessab le troisième mois, donc je suppose que ce qu'il voulait dire, c'est qu'on sort cette zakat le troisième mois de l'année suivante. C'est juste qu'il ne l'a pas précisé, mais on va considérer qu'il a eu la bonne réponse. Alors Maya, elle a eu la bonne réponse. Alors MRN, il m'a dit on sort le troisième mois 1446 sur 1300 euros, alors que lui aussi, il a encore oublié 100 euros. Il y en a beaucoup qui ont oublié 100 euros. Ahmed Ramadan, c'est faux. Alors Boussaïd, il nous a tout détaillé. 100, 300, 200, ça fait toujours 600, 500, je joue 100, mon année, il y a de vente d'or à 1000 euros. Vente d'or. Alors bravo à Boussaïd, qui comme hier m'a fait de très jolis calculs bien détaillés. C'est dommage que je puisse pas vous faire un copier-coller pour que vous voyez à quel point il a rendu une copie propre. Donc 20 sur 20 au frère Boussaïd. Mention honorable. Mention félicitations. Alors, Ibn Omar me parle de 32,5 euros de zakat. Je ne sais pas comment il est alors, je pense que Ibn Omar aussi a oublié, ouais. Ibn Omar, il a oublié une centaine d'euros. Comme beaucoup de personnes ont oublié les 100 euros. Et il a dit que ça se sort au mois 4. Alors que ce n'est pas au mois 4 qu'il fallait les sortir. Abou Safwan a faux. Alors Samir, il a eu bon. Samir m'a donné la bonne réponse. Alors je m'excuse, je vais pas pouvoir, vous imaginez, je vais pas pouvoir lire toutes vos réponses, sinon on va perdre une demi-heure bêtement. Donc je vous donne directement la réponse, comment est-ce qu'il fallait faire. Et si vous avez eu bon, je vous félicite. Si vous n'avez pas eu bon, je vous enjoins à regarder une deuxième fois ces cours, ce séminaire, quand ils seront disponibles sur YouTube d'ici un mois ou deux. Et ceux qui ont participé financièrement à la hauteur du tarif suggéré, vous avez déjà l'accès anticipé au cours en replay. Sinon, vous regardez la vidéo que j'ai déjà donnée sur YouTube il y a 2 ans. Elle est présente sur ma chaîne. Quand est-ce que j'ai atteint le Nessab? Ça, vous l'avez quasiment tous trouvé. J'ai atteint le Nessab le 3e mois, parce que j'avais déjà 100 euros le premier mois. Deuxième mois, j'ai eu 300 euros d'aide sociale, ça me fait 400. Or, le Nissab est à 416,5 euros. On le rappelle. Au cas où il y aurait des nouveaux parmi nous qui ont manqué les tout premiers cours. Donc, deuxième mois, je ne suis pas encore imposable. Troisième mois, j'ai atteint le Nissab. Mais je ne suis pas forcément imposable. Je dois regarder le 3e mois de l'année suivante. Est-ce que j'ai toujours ce Nissab et est-ce qu'il n'a pas bougé au cours de l'année?
Donc troisième mois, avec les 200 euros de ma mère, j'ai eu 500 euros. J'ai donc dépassé les 416,5. Donc je suis devenu potentiellement imposable. C'est là que je dois noter sur mon petit calepin, troisième mois 1445. Il faut que je note cette date parce que peut-être que dans un an, j'aurai une zakat à sortir sur toute la somme que j'aurai économisée au cours des 12 mois précédents. Si je souhaite faire la méthode la plus simple, quitte à sortir un petit peu en avance. Le quatrième mois, j'ai donc acheté des bijoux en or à 500 euros. Or, combien j'avais à ce moment-là, lorsque j'ai acheté mes billets en or, mes bijoux en or à 500 euros? J'avais 100, plus 300, plus 200, 600. Donc, il me restait 100 euros. Et c'est ça les 100 euros que certains frères et sœurs, comme mon frère Ibn Omar et la sœur Inès, je crois, ont oublié dans leurs calculs. Ils ont fait de jolis calculs, mais ils ont oublié que lorsque j'ai acheté mes bijoux, il me restait 100 euros sur mon compte bancaire que j'ai pas utilisé pour l'achat de mes bijoux. Donc ces bijoux, ensuite, je les ai revendus 1000 euros le 10e mois. Donc vous êtes nombreux à avoir compris que la zakat se sort sur les 1000 euros qui correspondent à la somme, à la valeur de mes bijoux plus le bénéfice que j'en ai dégagé, et non pas sur les 500 euros de valeur de mes bijoux au jour où je les ai achetés. Maintenant, au jour où je dois sortir ma zakat, ils en valent 1000 euros. Donc, effectivement, le troisième mois de l'année suivante, 1446, j'ai donc une zakat à sortir sur mes 1000 euros de bijoux. J'ai une zakat à sortir sur les 100 euros qui me restaient avant que j'achète des bijoux. Et j'ai une zakat à sortir sur les 300 euros d'aide sociale qui sont tombés le 12e mois. Donc ça me fait bien une zakat à sortir sur 1000, plus 100, plus 300, 1400 euros. Est-ce que ça a été clair? Et du coup, la zakat est de combien? 2,5% fois 1400, ou bien 1400 divisé par 40 est égal à 35 euros. Ça, c'est si je veux faire la méthode de calcul la plus simple. Je sors ma zakat une seule fois par an, quitte à la sortir en avance. Du coup, lorsque j'ai donné 35 euros de zakat au mois numéro 3 de l'année 1446, quelle zakat j'ai sorti en temps et en heure correctement, et quelle zakat plutôt la zakat sur quelle somme j'ai sorti en temps et en heure, et la zakat sur quelle somme j'ai en réalité avancé avant l'heure fatidique, avant l'heure, la date butoir. Alors non Inès, ça me dit les 100 euros et les 300 euros en avance, non. Eh bien, pour avoir votre réponse, on va calculer avec la deuxième méthode, qui est le fait d'attendre une année révolue sur chacune de mes épargnes. Donc, on reprend les calculs. Premier mois de l'année 1445, j'avais 100 euros. Deuxième mois de l'année, j'ai eu 300 euros d'aide sociale. J'étais toujours pas concerné par la zakat. Troisième mois de l'année, j'ai eu 200 euros de ma maman, ce qui m'a fait atteindre le Nessab et donc potentiellement concerné. Donc là, à ce moment-là, troisième mois de l'année suivante, donc 1446, là, j'étais dans l'obligation de sortir ma zakat sur les, comment on appelle ça, les 600 euros que je possédais. Donc là, le troisième mois de l'année suivante, potentiellement, je devrais sortir ma zakat sur les 600 euros. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé avec ces 600 euros? J'en ai, en cours de l'année, je les ai transformés. Il y en a 500 qui sont partis dans des bijoux et 100 euros qui sont restés dans mon compte en banque.
Donc, le troisième mois de l'année suivante, je dois sortir la zakat sur les 100 euros qui, eux, n'ont pas bougé. Et c'est les 500 euros qui ont bougé. Ils se sont transformés en 1000 euros. Quand est-ce que je dois sortir la zakat sur ces 1000 euros? Je dois la sortir. Alors, je vous pose la question, on va voir si vous aviez bien compris. Quand est-ce que je dois sortir la zakat sur les 1000 euros? C'est-à-dire de manière obligatoire. Quand est-ce que ça devient obligatoire de les purifier, ces 1000 euros? Là, il ne s'agit pas de la sortir à l'avance. Quelle est la date butoir pour la zakat de ces 1000 euros que j'ai eu suite à la vente de mes bijoux? Alors Maya m'a donné la bonne réponse pour la deuxième fois, donc bravo Maya, je vois elle a bien compris. Bravo à Samir aussi qui me donne beaucoup de bonnes réponses. Bravo Samia avec un Y. Nathanaël par exemple me dit le mois d'achat des bijoux. C'est pas ça. J'ai eu malheureusement beaucoup de mauvaises réponses. Il y en a beaucoup qui m'ont dit le 10e mois. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez considéré que je dois sortir la zakat sur les 1000 euros un an après avoir vendu ces bijoux. Or, on a dit c'est pas comme ça qu'on sort la zakat sur un bénéfice. La zakat sur le bénéfice, elle se sort en même temps que la zakat sur le capital de départ. Et le capital de départ de mes 1000 euros de bijoux, parce que ces 1000 euros, c'est quoi? C'est des ex-bijoux qui sont devenus maintenant de belles pépettes, de beaux euros. Et ces bijoux, qu'est-ce qu'ils étaient au tout départ, initialement? Ils étaient 500 euros. Et ces 500 euros, quand est-ce que je les avais, mes frères et mes sœurs? Voilà, ces 500 euros, je les avais le troisième mois. Donc du coup, le troisième mois de l'année 1446, combien j'ai de zakat à sortir obligatoirement avec la deuxième méthode? Alors bravo MRN. Alors non, pas 25. Le troisième mois de l'année 1446, j'ai la zakat sur les 1000 euros à sortir. Et sur les 100 euros que j'ai depuis le début, en fait, ces 100 euros que je n'ai pas utilisés pour acheter des bijoux, ils étaient toujours là. Ils n'ont pas disparu, ces 100 euros. Donc je dois sortir ma zakat le troisième mois de l'année 1446 sur 100 plus 1000, ce qui fait 1100 euros. Du coup, 2,5% fois 1100 euros, ça fait 27,5 euros de zakat obligatoirement à sortir le troisième mois de l'année 1446. Si je veux m'avancer sur les 300 euros que j'ai eu le dernier mois de l'année écoulée, il n'y a pas de mal. Ce sera juste une zakat sortie à l'avance. Sinon, de manière obligatoire, quand est-ce que je dois sortir ma deuxième zakat dans l'année? Puisque je vous mâche le travail, il n'y a dans mon exemple que 2 zakats à sortir dans l'année. Voilà, bravo Maya. Alors, quand et combien je dois sortir? Et sur quoi? Pour la deuxième zakat, pour la deuxième méthode. Alors non, Ahmed me dit le 10e mois. Ahmed, je ne sais pas comment tu as trouvé ce 10e mois. Je ne sais pas d'où il vient ce 10e mois. Donc bravo Mounir. Ouh là là, Angel, il est encore reparti dans la matrice.
dans l'hyperespace. Angel, arrête s'il te plaît. Pourquoi tu veux sortir une zakat sur 1400 €, une deuxième zakat sur 1400 €, alors que tu as déjà purifié le plus gros de ce que tu devais purifier, les 1000 plus 100. Et quelques mois plus tard, tu vas encore repurifier ce que tu as déjà purifié. Donc la deuxième zakat que je dois sortir, je regarde, est-ce que le 12e mois de l'année 1446, est-ce que j'ai toujours le nissab? Oui. Hein, moi, depuis le tout départ, je ne vous parle que d'économie et d'épargne. Sinon, ça va vous embrouiller encore plus. Donc tout l'argent que j'économise, je ne l'ai jamais dépensé. Je suis quelqu'un de très conservateur. Du coup, le 12e mois de l'année 1446, je vais purifier ma zakat, je vais purifier mes 300 € d'aide sociale que j'ai reçue le 12e mois de l'année dernière. Donc je fais 300 € x 2,5, ça fait 7,5 €. Sachant que le 3e mois de l'année 1446, j'avais déjà purifié mes 1100 €. Donc je retombe bien sur mes pattes. Le 3e mois de l'année suivante, j'ai purifié 1100 €. Et le 12e mois de l'année suivante, j'ai purifié mes 300. Donc au final, j'ai bien purifié mes 1100 plus mes 300 qui fait 1400. Donc vous voyez, avec la première méthode, les 1400 € totaux, je les purifie en une seule fois, quitte à le faire un peu en avance. Et dans la deuxième méthode, je ne suis pas en avance, mais je ne suis pas en retard non plus. J'attends le jour J pour purifier chacun de ces capitaux différents, chacune de ces épargnes différentes. Et dans mon exemple, en l'occurrence, je dois le faire à 2 reprises dans l'année. Mais au moins, je suis sûr de ne pas sortir ma zakat en avance au cas où j'aurais dû consommer une partie de ces économies. Est-ce que c'est clair pour au moins la plus grande partie d'entre vous? Alors Ibn Omar nous dit qu'il n'a pas compris parce que les 300 €, ça n'a pas atteint le nissab. Oui, les 300 € n'ont pas atteint le nissab, mais on a dit que les 1100 €, tu les as économisés. Quand la sœur a vendu ses bijoux 1000 €, elle était largement au-dessus du nissab. Quand elle a reçu ses 300 € le 12e mois de l'année, le nissab, elle l'avait déjà depuis longtemps. Les 300 €, ils s'ajoutent à ces 1000 € qu'elle a. Donc elle est bien au-dessus du nissab. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas est-ce que la somme que je dois purifier, elle est au-dessus du nissab. C'est est-ce que je possède le nissab sur mon compte en banque. Et ça nous amène à un point qu'il convient d'aborder désormais sur ce chapitre de la zakat. Comment justement je calcule mon nissab? Eh bien, le nissab, il se calcule en regardant ce que j'ai sur mon compte bancaire, ce que j'ai en billets et en pièces d'argent chez moi à la maison dans une enveloppe cachée sous le lit, ou cachée là où vous voulez, et je regarde mes biens commerciaux. Donc, on va refaire un exercice. Il y a un frère qui a 100 € de parfums. La valeur marchande de ces parfums est de 100 €. Il a caché 100 € dans ses chaussettes. Et il a également 200 € dans son compte bancaire. Est-ce que l'année suivante, il est soumis à l'imposition islamique? Si oui, quand? Et si oui, combien? Alors Angel, il me dit oui. Alors Angel, il est soumis sur quelle somme et combien il doit sortir? Alors il y a Saïda qui me dit oui, on fait 400 € divisé par 40 égale 10 €. Boussaïd, encore une fois, il a 21 sur 20. Alors pour répondre à Angel et la sœur Saïd, Boussaïd, il nous dit 100 € de parfum, plus 100 € en monnaie trébuchante, ça fait 200, plus 200 sur le compte, 200 plus 200 égale 400, eh bien, est-ce que j'ai atteint le nissab avec 400 €? Non, le nissab, il est à 416,5.
On a dit que quand on n'a pas atteint le nisab, on n'est pas imposable. Allah, il est miséricordieux. Il ne vous demande pas de sortir une zakat alors que vous-même, vous vivez sur le fil du rasoir. Vous-même, vous avez du mal à payer vos factures à la fin du mois. Donc, barakallahu fik akhi, lorsque tu n'as pas le nisab, c'est toi qui est digne de recevoir la zakat des autres. Ne t'impose pas ce dont Allah ne t'a pas chargé, et encore moins surchargé. Allah ne surcharge nulle âme de ce qu'elle ne peut supporter. Donc si je n'ai pas le nisab, je ne sors pas de zakat. Je n'ai de cesse de vous le répéter, le nisab, c'est le cœur de la zakat. Quand tu as compris ce que c'est que le nisab, quand tu sais comment le calculer, quand tu sais combien il vaut, tu as déjà fait la moitié du chemin. Dès que tu vois que tu as le nisab, tu commences tes calculs, tu commences à t'intéresser à tes comptes. Dès que tu n'as pas le nisab, tu délaisses la zakat. Occupe-toi de ta prière, de ton jeûne. Occupe-toi de ta petite épouse, de tes enfants, de tes parents. La zakat, ça ne te concerne pas. La zakat ne te concernera que lorsque tu seras devenu potentiellement éligible à la zakat dès que tu auras le nisab. Maintenant, on va prendre l'exemple d'une sœur. La sœur, elle a 100 euros d'argent de poche que son mari lui a donné. Le premier de l'année. Alors vous pouvez l'écrire, moi-même je l'écris. Le premier de l'année, à la 1445, son mari lui donne 100 euros d'argent de poche. Le 9e mois, c'est Ramadan. Donc 9e mois de l'année, 1445. Ses parents lui offrent un Thermomix. Puisqu'on a vu hier, les sœurs nous ont briefé dès la dot qu'elles ne voulaient pas de Thermomix, elles veulent des bijoux. Donc le mari, il risque pas de lui acheter un Thermomix, il a compris la leçon. Mais les parents, elles les avaient pas briefés. Les parents, ils lui ont acheté un Thermomix d'une valeur marchande de 1000 euros le 9e mois 1945. Et elle, dès qu'elle le reçoit, durant ce mois de Ramadan, puisque le 9e mois du calendrier islamique c'est Ramadan, elle met la niya de le vendre. Parce qu'elle n'en veut pas. Donc dès que je mets la niya de le vendre, ça devient quoi? Ce Thermomix, comment on l'appelle d'un point de vue religieux, d'un point de vue islamique, d'un point de vue juridique? Bravo mes frères et sœurs. Très bien. Ça s'appelle un bien commercial. Puisque j'ai mis la niya de le revendre tout de suite, j'aurais préféré que mes parents ils me donnent directement 1000 euros pour m'acheter autre chose. Donc 9e mois, elle a reçu un Thermomix d'une valeur de 1000 euros et qu'elle met en vente à 1000 euros. La sœur a dit, je veux m'en débarrasser, je ne vais pas essayer de me faire du bénéfice dessus. Il vaut 1000 euros, je le mets 1000 euros sur le bon coin. Inch'Allah, ça va se vendre rapidement. Et le 12e mois de l'année, elle a des aides sociales qui tombent sur son compte en banque de 300 euros. 12e mois de l'année, il y a 300 euros qui tombent sur le compte en banque. Donc du coup, on va appliquer la première méthode, d'accord? Parce que je pense que vous tous, après le séminaire, vous allez tous appliquer la première méthode, parce que c'est la plus simple. Quand je vois que vous avez du mal à suivre déjà pour la première méthode, la deuxième méthode, j'ai même pas envie qu'on... Enfin, quand je dis première méthode, la méthode la plus simple. On va pas commencer à faire la deuxième méthode où il faut faire des calculs tout le temps. Donc je répète très rapidement, il y en a qui n'ont pas suivi. Le premier mois de 1445, son mari, je vois qu'il y a Boussaïd qui a déjà dégainé la réponse. Premier mois de l'année 1445, son mari lui donne 100 euros d'argent de poche, en billets et en pièces. 9e mois de l'année 1445, ses parents lui offrent un Thermomix d'une valeur de 1000 euros qu'elle remet immédiatement. Dès que ses parents ils sont partis, elle fait son annonce sur le bon coin, vend Thermomix tout neuf, jamais utilisé, 1000 euros. Et le 12e mois de l'année, elle reçoit des prestations sociales directement sur son compte bancaire, 300 euros. Est-ce qu'elle a une zakat à sortir l'année suivante? Si oui, quand? Si oui, combien? Si oui, combien de zakat elle doit sortir?
Ah, moi-même, je me permets de faire le calcul puisque il faut bien que je vérifie si vous avez la bonne réponse. Ah ben j'ai même pas fait exprès. Et en fait, on arrive à la même somme que tout à l'heure. Donc normalement, si je me souviens bien, c'était d'accord. Donc je vois ce à quoi ça représente. Alors Ibn Omar, bravo. Je suis content parce que Ibn Omar, il avait beaucoup de mal. Il a trouvé la bonne réponse. En plus, ça a été le premier, subhanallah, qui m'a apporté la bonne réponse. Alors bravo à Abou Saïd, qui a aussi donné la bonne réponse. Bravo à Maya, qui m'a encore donné la bonne réponse. Bravo à Oumou Issem. Bravo Inès, qui s'est bien rattrapée pour ce coup. Alors il y a juste Samia avec un i qui m'a donné le bon montant de la zakat, mais elle me dit qu'il faut la sortir le deuxième du mois de 1446. Et je ne sais pas comment la sœur Samia, avec un i, a trouvé ce deuxième mois. Je ne sais pas d'où il sort ce deuxième mois de l'année 1446. Vu que dans l'exercice que je vous ai donné, j'ai jamais parlé du deuxième mois. Alors il y a Nassim qui a su combien fallait sortir de zakat, mais il m'a pas dit quand. Ah si, il m'a dit au Ramadan 1446. Donc bravo, bravo Nassim. Alors Bint Amin, elle a oublié une somme. On a dit qu'on parlait de la méthode la plus simple qui est de sortir à l'avance. Pour être tranquille, je la sors qu'une seule fois. Donc, bravo MRN. Alors, encore une fois, vous êtes nombreux à m'avoir répondu. Je m'excuse si je ne lis pas tous vos réponses. J'ai traité les premières. Je vous donne la réponse. Encore une fois, celui qui a bien trouvé, je le félicite chaudement. Et celui qui n'a pas trouvé, on l'incite à revoir ce séminaire en rediffusion, Inch'Allah. Premier mois de l'année, j'ai eu 100 euros d'argent de poche de mon mari. J'étais pas imposable. Deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au 8e mois de l'année, j'avais toujours que 100 euros. J'étais toujours pas imposable. Donc, j'ai jamais noté nulle part ces 100 euros d'économie que mon mari m'a donné. Et le 9e mois, mes parents m'ont offert un Thermomix d'une valeur de 1000 euros que j'ai revendu le soir même sur le Bon Coin. Ou en tout cas que j'ai mis en vente. D'accord? On a bien vu, la date qu'il faut prendre en compte, c'est la mise en vente. Parce que même si j'ai pas réussi à le vendre, on a dit que tu étais quand même tenu de sortir la zakat sur ce bien commercial. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur un terrain. Je mets en vente un terrain, je me vends une maison le premier Ramadan 1445. Si le premier Ramadan 1446, je ne l'ai toujours pas vendu, j'ai quand même une zakat à sortir dessus. Donc c'est pas est-ce que j'ai vendu ou pas. Ça, c'est pas le problème des pauvres que tu es vendu ou pas. Les pauvres, tout ce qu'ils voient, c'est que ça fait 1 an que tu as un terrain qui a une valeur et tu veux pas leur donner leur argent. Le pauvre, qu'est-ce qu'il voit? La sœur, elle a un Thermomix pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on veut pas donner la zakat aux pauvres alors qu'il est en vente depuis 3 ans. Donc, dès que je mets la niya, c'est là que ça se complique. Et c'est là que ça devient un bien commercial. Donc, le 9e mois de l'année, j'avais potentiellement 1100 euros. 1000 euros en bien commercial, représenté sous l'aspect d'un Thermomix, et 100 euros de mon cher mari. Et le 12e mois, j'ai eu 300 euros d'aide sociale. Comment je calcule mon nisab? Comment je sais si j'ai atteint le nisab ou non? Eh bien, je prends les pièces et les billets de banque que j'ai cachés sous mon enveloppe, dans une enveloppe. Je prends les sous que j'ai sur mon compte en banque et je prends mes biens commerciaux et j'additionne tout ça. Eh bien, j'ai mes 100 euros en pièces, j'ai mes 300 euros sur le compte bancaire et j'ai 1000 euros de Thermomix. Les 1000 euros, ils ne sont pas en pièces, ils ne sont pas sur le compte bancaire, ils sont dans un Thermomix. Eh bien, j'additionne tout ça et j'atteins 1400 euros. Donc, mon nisab est de 1400 euros. Est-ce que je suis au-dessus des 416,5? Oui, largement. Donc, je sais que
l'année suivante, j'aurai une zakat à sortir sur ces 1400 euros parce que j'ai envie d'opter pour la méthode la plus simple qui est de sortir la zakat une seule fois, quitte à le faire en avance. Reste à savoir quand est-ce que je les sors. Quand est-ce que je la sors cette zakat sur les 1400? Eh bien cette zakat, je la sors lorsque j'ai atteint le nisab. D'accord? Donc la zakat, je ne commence pas à la sortir le premier de l'année 1446 parce que le premier de l'année dernière, c'est là que mon mari m'a donné mes premiers euros, parce que là, je n'étais pas concerné. Quand est-ce que j'ai été concerné, souvenez-vous? Lorsque j'ai atteint le Nessab, en l'occurrence, lorsqu'on m'a offert un Thermomix sur lequel j'ai mis la niya, l'intention de vendre. Donc potentiellement, j'étais assise sur un trésor de 1100 euros. 1000 euros de Thermomix plus 100 euros. Donc c'est le 9e mois de l'année prochaine, suivante, que je devrais sortir ma zakat. Sur quoi? Sur ces 1100 euros et sur les 300 euros que j'ai sur mon compte en banque, que je vais purifier un petit peu à l'avance. Si je préfère les purifier exactement en temps et en heure, quand est-ce que je les purifie? Quand est-ce que je sors la zakat sur ces 300 euros? Voilà, bravo Angel qui s'est rattrapé. Bravo Maya. Bravo. J'ai que des bonnes réponses. Si je veux faire la méthode compliquée où je sors chaque épargne à différents moments de l'année pour être sûr de ne pas donner en trop, ben les 300 euros sur mon compte bancaire, je ne les sors pas en avance le 9e mois, je les sortirai le 12e mois puisque je les ai eu le 12e mois. Donc j'attends une année révolue et je sortirai ma zakat sur ces 300 euros le 12e mois de l'année 1446. Question à Ibn Omar en particulier, je ne sais pas si c'est mon frère Ibn Omar qui s'est montré très généreux, qu'Allah le récompense comme à son habitude, qui est converti avec toute sa famille. Quoi qu'il en soit, c'est Ibn Omar qui avait posé la question tout à l'heure, donc je l'interroge lui particulièrement. Est-ce que je sors ma zakat sur ces 300 euros que j'ai eu le 12e mois 1445, alors que 300 euros c'est en dessous du Nessab? Sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi? Alors il y a Abou Shams qui me donne la bonne réponse, mais moi j'attendais la réponse d'Ibn Omar pour être sûr il a bien retenu la leçon. Bon, Ibn Omar, la réponse elle est simple à rédiger. Normalement, il faut pas 10 minutes. Ou alors tu dis oui au hasard. Voilà, bravo Ibn Omar, car on a atteint le Nissab avec les 1100 euros. Voilà. Euh, Donc on a vu comment on calcule le Nissab. Il faut tout additionner. Les biens commerciaux, l'épargne sur le compte bancaire et les sous que je possède maintenant. Donc faut pas que la sœur se dise, moi j'ai 100 euros de pièces et de billets, c'est en dessous du Nissab, donc j'ai pas de zakat sur ça, sur ces pièces-là. J'ai 300 euros sur mon compte bancaire, c'est en dessous du Nissab, donc j'ai pas de zakat à sortir sur ces 300 euros. Et j'ai 1000 euros dans un bien commercial qui est un Thermomix, mais comme il n'est pas encore vendu, j'ai pas de zakat à sortir dessus. Bah, cette sœur-là, en fait, elle a trouvé la combine et la planque, elle sort jamais sa zakat. Mais elle est dans l'erreur. Elle est triplement dans l'erreur. Parce que c'est pas comme ça qu'on raisonne. On se dit pas, cette économie-là, je sors pas de zakat parce qu'il est en dessous du niqab. Celui-là, il est au-dessus, en dessous du niqab, je sors pas, et ainsi de suite. Non, il faut tout additionner. Il faut tout additionner. J'avais un point. J'ai encore parlé de niqab, décidément, c'est. Je suis désolé, ça devient une obsession. Alors, quel était le deuxième point dont je voulais vous parler? Je veux vous parler de l'héritage, donc je vais le faire avant d'oublier, et je me demande s'il n'y avait pas un autre point. Je vous ai parlé de l'héritage dans le cours précédent, et peut-être même l'avant-cours encore.
Et je m'adresse à Samir tout particulièrement, mais Samir qui avait un terrain à vendre, qui a hérité d'un terrain qu'il a voulu vendre, mais je m'adresse à tout le monde de manière générale. Est-ce qu'il y a une zakat sur l'héritage? Alors j'ai eu des non et des oui. Et, et figurez-vous que c'est Bint Amin qui a beaucoup de mal avec la zakat qui est la première à m'avoir apporté la bonne réponse. La réponse très précise. Ah, Bint NK qui me dit ça dépend. Ben, j'aurais bien aimé qu'elle nous détaille. Ça dépend de quoi justement? Alors bravo Ismail qui s'est souvenu même du terme en arabe. Alors, comme nous a dit la sœur Bint Amin, il y a une zakat sur l'héritage si l'héritage est un bien commercial. D'accord? Si c'est un bien commercial. Pardon, il n'y a pas de zakat sur l'héritage si l'héritage est un bien commercial. Mais si c'est donc, par exemple, si c'est potentiellement un bien commercial, au début c'est pas un bien commercial puisque c'est la propriété de ton père ou de ta maman. Donc je prends l'exemple d'un terrain. J'ai hérité d'un terrain. De base, c'était pas un bien commercial, c'était le terrain de mes parents qui labouraient. Hein, ils cultivaient des oliviers, d'accord? J'ai hérité d'une oliveraie. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Palmeraie, oliveraie. Mais moi, j'en veux pas de cette oliveraie. J'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, je la mets en vente. Donc, oui, c'est un bien commercial. Mais quand je l'ai obtenu, cet héritage-là, c'était pas un bien commercial. Mais ça devient un bien commercial. Donc, cette zakat sur les biens commerciaux que j'hérite, je n'ai pas de zakat à payer. Donc là, j'ai pas de zakat à sortir sur mon oliveraie, en l'occurrence, sur un terrain, sur une maison, sur un appartement, etc., etc. Par contre, euh, mes parents, en plus de l'oliveraie, ils m'ont laissé en héritage 10 000 euros. Est-ce que j'ai une zakat à sortir sur les 10 000 euros? Là, oui. Là, oui. Pourquoi j'ai une zakat à sortir sur 10 000 euros? Bravo MRN. Parce on est dans une autre catégorie. On joue plus dans la même cour, là. On n'est plus en Ligue des Champions. On a rétrogradé en Coupe Intertoto, ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. 10 000 euros, ça fait partie de la catégorie des athman, des monnaies. Ce qui est la première des catégories qu'on a vues dans la zakat. La deuxième, c'est les bestiaux. La troisième, ce sont les récoltes. Et la quatrième, c'est les biens commerciaux. Donc du coup, sur mon oliveraie, qui est un bien commercial, qui m'est tombé dessus sans que j'ai rien demandé, c'est l'héritage. L'héritage, t'as pas besoin de le demander. C'est l'État qui te le donne direct. Tiens, tiens, ta part. Encaisse le chèque. Donc, sur ce bien commercial que tu as hérité, tu n'as pas de zakat à sortir, mais sur l'argent que tu hérites, tu dois sortir 2,5%. Tu les sors quand les 2,5% sur l'argent que tu as hérité? Bravo. Tu les sors un an après avoir hérité de cet argent. Tu les sors pas immédiatement. Tu te dis pas j'ai hérité de 10 000 euros, je dois tout de suite sortir 2,5%. Non. Tu sortiras 2,5% après qu'une année révolue ait tourné sur ces 10 000 euros d'héritage. Donc, est-ce que il y a une zakat sur l'héritage? C'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Oui et non. Oui, il y a une zakat sur l'argent reçu en héritage. Et quand on parle d'argent, on parle de quoi, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui est visé par ce terme? Alors non, Ahmed, pas du tout. Pas bien commerciaux et argent. Alors beaucoup me parlent de la monnaie. Donc du coup, les dirhams, les euros, les dollars. Bravo MRN.
qui est celui qui m'a donné la réponse la plus complète, quoique, MRN, il m'a... Quoique, si, il m'a donné la bonne réponse. Tout ce qui est voulu, c'est en fait l'or, le métal or, le métal argent, et les pièces et les billets de banque, et les virements dématérialisés sur les comptes bancaires. Donc ça, j'ai une zakat de 2,5% à sortir lorsque une année lunaire révolue est passée dessus. Les biens commerciaux que j'ai hérités de mon père, une voiture, j'ai hérité de la Mercedes classe E de mon père, j'ai pas de zakat à sortir sur sa Mercedes classe E. Même si j'ai pas du tout l'intention de l'utiliser parce que j'ai déjà une voiture et du coup, dès le premier jour où on me dit que je l'ai hérité, je songe déjà à la revendre, oui. Même si tu songes à la revendre, tu n'as pas de zakat à sortir dessus. D'accord. Mais il s'avère que 3 mois après le décès de ton cher papa, rahimahullah, tu vends sa Mercedes pour 30 000 euros. Est-ce que tu as une zakat à sortir sur les 30 000 euros? Si non, pourquoi? Si oui, combien et quand? Alors j'avoue que c'était une question piège, parce qu'il y en a qui ont appliqué le raisonnement des fameux bénéfices. Le bénéfice, il suit la base, donc ils se sont dit, ben c'est 30 000 euros de Mercedes, ils suivent la base, mais en l'occurrence, une fois que tu l'as mis en... Dès que tu as reçu ce bien commercial, tu n'avais pas d'argent à sortir dessus, puisque c'était un bien commercial, c'était une Palmeraie, c'était une voiture. Aussi longtemps que tu l'utilises, t'as pas de zakat à sortir dessus. Mais une fois que tu l'as revendue, cette voiture, tu as eu 30 000 euros. Lorsque une année lunaire se sera écoulée sur ces 30 000 euros en pièces, une fois que tu les as dans ta poche, dans ton compte bancaire, les 30 000 euros, là, tu notes que tu as atteint le nisab, tu as 30 000 euros, eh bien tu devras les purifier une année lunaire après. Donc lorsque je revends cet héritage-là, je purifierai une année après la date de vente et non pas la date d'héritage. La date de vente où j'ai récupéré des billes, des sous, là je purifierai ces sous. Donc voilà la différence dans l'héritage. Qu'est-ce que je purifie? Qu'est-ce que je ne purifie pas? Si la maison, tu l'as héritée et tu la gardes, t'as pas de zakat à sortir dessus. Si tu la mets en vente et que pendant 3-4 ans, elle ne parvient pas à être vendue, t'as pas de zakat à sortir dessus. Tu sortiras uniquement, dans le domaine de l'héritage, la zakat sur les sous. Que tu les aies eus dès le départ, ces sous-là, ou que tu les aies eus après avoir vendu ces biens commerciaux que tu as hérités de ton père ou de ta mère ou de la personne dont tu as hérité. Nous avons, pour terminer le cours d'aujourd'hui, une dernière chose à voir, qui est le sujet des dettes. Est-ce qu'on avait parlé dans le cours d'hier, pour ceux qui s'absentent avant les questions-réponses à la fin des cours, est-ce qu'on a expliqué que la dot, ça rentrait dans les biens commerciaux d'une femme dont elle devra s'acquitter si elle met la niya, dès qu'elle reçoit sa dot, de revendre
ce thermomix qu'elle a eu en dot, etc. On l'a vu dans le cours ou dans les questions-réponses? Si on l'a vu dans le cours, il n'y a pas besoin de le répéter. Alors si Ismaïl nous dit non car elle n'a pas fait amalut tijara, elle n'a pas fait d'acte de commerce, mais on a dit justement que les savants, ils considèrent que la fille qui accepte une dot en mariage, ben elle a fait justement un pas commercial. Excusez-moi les sœurs, hein, je vais un petit peu choquer vos frêles oreilles, mais la sœur, c'est comme si elle s'était vendue contre une dot. Donc elle a vendu quelque chose, elle a fait quelque chose. C'est une sorte de commerce. D'ailleurs, encore une fois, excusez-moi de brusquer vos frêles oreilles, mais le rapport charnel, même en français, ça s'appelle avoir commerce avec son épouse. Donc la dot, et comme Cheikh Chouaïr nous avait expliqué hier, le fait d'accepter un cadeau, donc même si c'est pas une dot, la sœur elle accepte une dot, toi tu acceptes un cadeau de quelqu'un, si ensuite ce cadeau tu décides de le revendre, ça devient un bien commercial. Pourquoi? Parce que bah, tu as eu la niya du tijara, tu as eu l'intention de la vente, et deuxièmement, tu as fait ce qu'on appelle la amaru tijara, tu as fait un effort pour obtenir cette chose-là. Cet effort, c'est quoi? C'est d'accepter le cadeau. Est-ce que l'héritage, il y a justement cette notion de amalu tijara? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as fait un pas vers ce futur commerce? Non, puisque l'héritage, il te tombe dessus. Tu n'as rien demandé. Alors que la sœur, cette dot, on ne peut pas dire qu'elle a rien demandé, puisque c'est elle qui allait chercher le mariage. C'est elle qui a accepté le mariage. Il lui est pas tombé dessus comme ça, elle se réveille, ah, Binti, sache que je t'ai marié, etc. Elle n'était même pas au courant. Non, la sœur, elle était au courant, elle a fait sa muqabala sauvage au quick, etc. Pareil pour celui qui a accepté le cadeau. Il le voit, le cadeau, il décide en son âme et conscience de le prendre. Donc, il y a eu un geste de sa part, contrairement à l'héritage. Donc, du coup, une question qui s'adresse tout particulièrement aux sœurs, mais les frères ne sont pas exempts de pouvoir y répondre. Qu'est-ce que le khula? Savez-vous ce que c'est que le khula? Le khula, c'est lorsque le divorce, la demande de divorce provient de la femme. Et qu'est-ce qu'il est obligatoire à la femme de faire en cas de khul'? De restituer sa dot, son mahr. Après, si le mari, de bonne grâce et de bon cœur, lui dit « C'est pas grave, garde-la, je t'en veux pas, c'est une séparation à l'amiable, tu veux divorcer, je peux le comprendre, etc. » Il lui laisse sa dot, libre à lui. Mais de base, il a le droit de demander la récupération de son dû. Est-ce qu'il a le droit de demander plus? Question piège, oui, il a le droit de demander plus, mais on le verra, Inch'Allah, dans un séminaire sur le divorce. Il a même le droit de demander plus que ce qu'il a donné. En gros, c'est voilà, tu veux divorcer, ben là, à minima, tu me rends ce que je t'ai donné, et au pire, tu me rends ce que je t'ai donné avec un supplément pour les dommages et intérêts. Voilà, moi aussi j'ai perdu ma virginité à cause de toi. On a fait des enfants que je dois entretenir à cause de toi. Donc, comme c'est toi qui veux divorcer, ben, j'estime que j'ai le droit à une compensation. Tout comme les sœurs, elles sont bien contentes qu'on leur donne des compensations lorsqu'on les répudie, histoire de se relancer. Ben, faut pas nous oublier, les sœurs. Nous aussi, parfois, on a besoin de nous relancer, ne serait-ce que psychologiquement. Encore une fois, là, on ferme la parenthèse très vite avant que ça déborde et avant qu'on se fasse crêper le chignon. Le rôle, donc, on a dit que la sœur, elle demande le divorce et elle restitue sa dot. Est-ce que, dans le cas du rôle, ça peut être considéré comme un bien commercial ? Eh bien, le frère qui obtient la restitution de ce qu'il avait offert à la sœur, c'est considéré comme
un bien commercial et c'est considéré comme ce qu'on appelle amalu tijara. Ce qu'elle a fait ici, ce qu'ils ont fait ici, c'est amalu tijara. Ils ont fait quelque chose pour obtenir cette marchandise-là, ou cette somme-là, cette valeur-là. Donc, la dot, ce qui est restitué du khol, toutes ces choses-là, les savants ont dit que, contrairement à l'héritage, c'était soumis à la zakat parce qu'il y avait amalu tijara. Donc maintenant, on parle de ad-dayn. Celui qui a une dette qui pèse sur sa tête, c'est-à-dire qu'il est endetté. Donc il doit de l'argent à autrui. Est-ce qu'il a une zakat à sortir? Alors sachez que c'est une question qui fait objet de divergence. Et nous, Inch'Allah, pour nous simplifier la vie, on va sauter les étapes, on va modestement, moi je suis personne pour trancher, mais moi je vais suivre par exemple Cheikh Chouaïr ou Cheikh Ibn Uthaymin, et on va aller à l'avis qu'on estime humblement être ar-rajih, l'avis prépondérant, le plus juste, wallahu a'lam. Il faut respecter la divergence entre les savants et ne se base pas sur du vent, chacun amène ses preuves, etc. Notez à votre stade d'érudition que si tu es endetté, tu n'as pas de zakat à sortir, sauf si tu possèdes une somme dépassant le montant de ta dette plus le nisab. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une dette de 8 000 euros. J'ai une dette de 8 000 euros. Et j'ai en ma possession 10 000 euros. J'ai revendu ma voiture, donc j'ai 10 000 euros. Est-ce que j'ai une zakat à sortir alors que je suis endetté de 8 000 euros? Oui, j'ai une zakat à sortir. Pourquoi? Parce que je vais déduire ma dette de ces 10 000 euros que je possède. Il me reste combien? 2 000 euros. Est-ce que ces 2 000 euros ils sont supérieurs ou inférieurs au nisab? Ils sont largement supérieurs. Donc si, lorsque je déduis le montant de ma dette de la somme que je possède, et quand je parle de somme que je possède, on se souvient, on parle de biens commerciaux, plus argent en pépette, plus argent dématérialisé sur mon compte bancaire. Attention, on ne dit pas oui mais moi j'ai que 200 euros sous mon oreiller, hein. Les 800 euros, ils dorment sur nos comptes bancaires. Je les compte pas dans les 10 000. Ou alors, les 9 800, c'est une voiture qui est destinée à la vente. Hein. Moi, j'ai que 200 dans les poches. Comment tu veux que je sorte ma zakat alors que j'ai que 200? Je suis bien en dessous du nisab. Donc, je prends tout l'argent dont je dispose. Biens commerciaux, plus pépettes en monnaie trébuchante, plus argent dématérialisé sur mon compte bancaire. Je déduis le montant de ma dette. Si la somme qui reste elle est supérieure au nisab, je dois sortir ma zakat. Si elle est inférieure au nisab, j'ai pas de zakat à sortir. Donc je vous pose un dernier exemple, un dernier exercice. Et je vais même vous simplifier les... Non, je ne vais pas vous simplifier les calculs. Donc, reprenez votre feuille et votre crayon. On va faire un petit exercice compliqué. Alors, galanterie oblige. On va encore prendre une sœur en exemple. La sœur, elle a 1 000 euros. Elle a 1 000 euros de djalabib chez elle. C'est une couturière. Elle a 1 000 euros de djalabib qu'elle met en vente. D'accord? Elle vend des djalabib. La somme totale de ces djalabib, djalabib c'est le pluriel de djilbab. Comme ça vous le saurez. Le djilbab étant le vêtement qui couvre l'intégralité de la nudité de la femme, peu importe qu'il soit en une seule pièce, en 2 pièces ou en 3 pièces ou en 18 pièces. Donc elle a 1 000 euros de valeur marchande en djalabib. Un là, 300 euros
de pièces d'euros, 300 euros en euros, en pièces, en billets, à la maison. Et sur son compte en banque, elle a 10 euros qui se battent entre eux sur son compte en banque. 10 euros. Le problème, c'est qu'elle a une lourde dette de 1000 euros. Donc, est-ce que cette sœur est soumise à la zakat? Est-ce que cette sœur a une zakat à sortir? Si oui, combien? Et si oui, quand? Alors, il y a Maya. Je suis étonné que Maya m'ait donné une mauvaise réponse. Elle qui a toujours eu des bonnes réponses, en tout cas pour aujourd'hui. La dette, elle est de 1000 euros, j'ai dit. Alors, il y a Wissem qui me dit 416. 416 euros, je comprends pas ce que c'est que 416. Wissem, elle m'a juste balancé un chiffre comme ça et dans le sens débrouille-toi avec ça. Je sais pas à quoi ils correspondent ces 416. Ah, d'accord, Wissem elle me dit 416, c'est le Nessab. Oui, effectivement, mais c'est pas la réponse que j'attendais. Je vous ai pas demandé à combien était le Nessab. Je vous demande est-ce qu'elle a une zakat à sortir? Si oui, combien? Et si oui, sur quoi? Et si oui, est-ce qu'elle la sort une seule fois dans l'année ou sinon plusieurs fois dans l'année? Alors, je ne vous fais pas languir plus longtemps, puisque j'ai eu quasiment une écrasante majorité de bonnes réponses, hein. Si ce n'est Maya qui s'était trompée, puis elle a fini par se rattraper. Elle n'a pas de dette, elle n'a pas de zakat à sortir. Pourquoi? Parce qu'on a dit, je calcule entre guillemets, mon patrimoine, de combien je dispose, toutes catégories confondues. Donc la sœur, elle avait 1000 euros de valeur marchande de Jalabib. Elle a 300 euros en billets, donc ça fait 1300. Elle a 10 euros sur son compte en banque, c'est de la monnaie dématérialisée. Ça fait quand même 1310 euros au total. Donc elle est largement au-dessus du Nissab. Sauf qu'elle a une dette de 1000 euros. Elle doit 1000 euros à quelqu'un. Et là, on n'est pas en train de dire est-ce qu'elle les sort ou pas, est-ce qu'elle sort sa zakat si elle n'a pas encore remboursé sa dette ou pas. C'est pas ça qu'on regarde. On regarde pas est-ce qu'elle a remboursé sa dette ou pas. On regarde est-ce qu'elle a une dette ou non. Oui, elle a une dette de 1000 euros. Donc je déduis les 1000 euros de dette, le montant de la dette, de la somme totale que j'ai trouvée en additionnant tous mes revenus. Ben, j'aboutis à 1310 moins 1000, ça fait 310. Je regarde cette somme, est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous du Nissab? Elle est en dessous du Nissab. 310, c'est moins que 416. Donc si je suis en dessous du Nissab, je considère que je n'ai pas de zakat à sortir. Pourtant, potentiellement, je suis assis sur 1310 euros qui est largement au-dessus du Nissab. Mais comme je suis endetté, eh bien cette dette me dispense de m'acquitter de ma zakat. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois me hâter à rembourser ma dette. Mais il se peut que ce ne soit pas... Il y a deux types de dettes. Savez-vous comment les fuqaha ont catégorisé les dettes? Je vous avoue que même en français, j'ai oublié comment ça s'appelle. Je connais les termes en arabe, mais en français, j'ai jamais fait l'effort, je crois, où j'ai oublié. Donc pas de réponse, laissez-moi me noyer seul, ça fait toujours plaisir. En arabe, on appelle ça dayn al-hal ou al-mu'ajjal. Il y a la dette que tu dois tout de suite, ça y est, le temps est révolu, le temps de l'acquittement de la dette est arrivé. Donc c'est une dette que tu dois sortir tout de suite. Et il y a le mu'ajjal, c'est une dette où tu as un certain temps. Le frère, il t'a laissé une année pour rembourser.
Là, tu es encore au 8e mois. Tu n'as pas passé 12 mois, tu as encore 3 mois pour, 4 mois pardon, pour rembourser ta dette. Donc, peu importe que ce soit une dette euh, que tu dois tout de suite ou une dette où tu as encore un peu de temps pour la rembourser, dans tous les cas, si en enlevant la valeur de cette dette de la valeur de tout ce que tu possèdes, cela te fait tomber sous le nisab, tu n'as rien à sortir. Si tu es au-dessus, eh bien, tu dois sortir ta zakat. Donc, comme on l'a vu, peu importe que cette dette, tu l'aies remboursée ou tu ne l'aies pas encore remboursée. Dernier cas de figure, et on va terminer là-dessus pour ce soir, Inch'Allah. Celui qui a prêté de l'argent. Donc, c'est autrui qui a une dette envers lui. Donc, toi, tu es le propriétaire de la dette. Tu as prêté cet argent à quelqu'un. Est-ce que toi, tu as une zakat à sortir sur cette somme d'argent que tu as prêté à quelqu'un et que tu n'as pas encore récupéré toi? C'est la date butoir, souvenez-vous. Je prends un point du calendrier et je sors ma zakat. Le problème, c'est qu'arrivé à la date où je dois sortir ma zakat habituellement, je me rends compte qu'il y a une personne qui me doit 500 euros. Et je ne les ai pas encore récupérés. Est-ce que je sors ma zakat sur ces 500 euros? Alors la bonne réponse est oui, de manière générale, et on va détailler. De manière générale, oui, celui qui a prêté de l'argent, il a une dette il a une zakat à sortir sur cet argent qu'il a prêté, bien sûr si la somme totale atteint le nisab. Donc moi j'ai 200 euros sur mon compte bancaire, il ne me reste plus que 200 euros. Et j'ai prêté 300 euros à mon frère. Est-ce que j'ai une zakat à sortir? Je suis gentil, je vous ai donné un exemple super facile. Parce que c'est la fin, je sens qu'on est fatigué. Ah, Ilyes Bajar s'est trompé. Bravo Ammar. Et bravo à Bint NK. J'ai une zakat à sortir sur combien? Là, on y va au freestyle. Hein. On ne se casse pas la tête avec quand, etc. On y va à la baba cool. J'ai 200 euros sur mon compte bancaire. J'ai prêté 300 euros à mon frère. Est-ce que j'aurai une zakat à sortir quand ce sera le bon moment? Oui, j'ai une zakat à sortir quand ce sera le bon moment. Pourquoi? Parce que 200 plus 300 que j'ai prêté à mon frère, ça fait 500. Je suis au-dessus du nisab. Donc je sortirai ma zakat sur les 500 euros. Même si sur ces 500 euros, il y en a 300 qui sont chez mon frère et ne sont pas chez moi. Donc le propriétaire de la dette, lui, il a une zakat à sortir. Contrairement à la personne endettée, comme on l'a vu tout à l'heure avec la petite subtilité. Maintenant, il y a aussi une subtilité pour le propriétaire de la dette. C'est que si cette dette que tu as prêtée, cet argent que tu as prêté, tu as bon espoir de le récupérer, même si c'est dans plusieurs années. Comme nous le dit le Cheikh Chouaïr, soit parce que c'est une personne de confiance, tu l'as prêté à ton père, à ton frère, à ton fils, etc., etc., ou soit parce que c'est, entre guillemets, pas une personne de confiance, un inconnu, tu le connais pas trop, tu as voulu rendre service au pote d'un pote d'un pote, mais tu as ce qu'on appelle une bayyina. Alors je sais pas comment on appellerait ça en français, tu as un reçu. C'est comme ça qu'on appelle ça, un reçu, une preuve de dépôt. Enfin là c'est pas un dépôt, une reconnaissance de dette. Voilà. Mon père m'en a fait faire une. Il m'a prêté de l'argent, je lui ai fait une reconnaissance de dette. Donc ça s'appelle comme ça. Donc tu as une reconnaissance de dette avec la signature du type, la somme exacte que tu lui as prêtée et la date exacte. Et vraiment, ça a une valeur juridique, ça. Reconnaissance de dette, quand elle est bien faite, elle a une valeur juridique. Tu peux aller porter plainte au tribunal en disant, voilà, un tel, je lui ai prêté tel argent, il devait me rembourser tant, et ça fait un an que je lui cours après. Au passage, j'ose me permettre de vous gratter quelques doigts
parce que ça fait 1 an et demi que je cours après un carton de livres. Et vous savez à quel point mes livres me sont précieux. C'est des livres islamiques en plus, très importants. Et ça fait 1 an et demi que je cours derrière ce prestataire qui me les a volés et je les ai toujours pas récupérés. Donc n'hésitez pas à me faire des doigts. Et le problème, c'est que justement, moi je l'ai payé par avance, ce prestataire, et j'ai pas demandé de reçu. Donc j'ai pas cette bayina. Je peux pas aller au tribunal en disant mais je l'ai payé 1550 € pour qui en plus c'était dans le cadre de mon émigration en terre d'islam, subhanallah. Et j'ai immigré dans un pays qui n'est pas le mien, je suis dans la difficulté, et ils me volent ma marchandise. Honnêtement, je suis complètement coincé. J'ai que Allah. J'ai que Allah et j'espère que par la cause de vos doigts, j'arriverai à récupérer mes biens. Il n'y a pas qu'un carton qui m'a volé, mais pour moi, ce qu'il y a de plus précieux, c'est mes livres. Et j'ai un carton de 30 kilos auquel je cours après depuis 1 an et demi. Donc si toi, tu as une bayina, on considère que cet argent, même si ça fait 1 an et demi, comme dans mon cas, que tu cours après la personne pour qu'il te les rende, on estime que cet argent-là, c'est comme si il était toujours à toi parce que il y a moyen que tu ailles au tribunal et au final, par la cause de cette preuve, bien sûr après la grâce d'Allah et son secours, avec cette preuve-là, le tribunal tranchera en ta faveur. Le type ne pourra pas s'en tirer impunément comme ça. Donc quand tu as une reconnaissance de dette, ou que tu as prêté de l'argent à quelqu'un en qui tu as confiance et tu sais qu'il va te les rendre, même si à un moment, voilà, il a eu un souci, c'est ton cousin, il te dit Asmahli, désolé Khouya, j'ai eu un problème, des frais d'hospitalisation, je sais pas quoi, mais t'inquiète, j'ai pris un deuxième travail, je travaille le week-end, etc. pour te rembourser. Tu considères que cet argent que tu as prêté, tu dois sortir ta zakat dessus, si bien sûr, quand tu l'additionnes à la somme que tu as déjà, tu atteins le nessab. Mais si cet argent-là, comme dans mon cas, tu l'as confié à quelqu'un qui ne silence radio, il donne plus signe de vie, il répond plus au téléphone, il est injoignable, tu sais même plus comment le retrouver, et te l'a vraiment fait à l'envers, comme on dit. Eh bien, est-ce que tu as une zakat à sortir sur cet argent-là dont tu as complètement fini par désespérer en te disant c'est cuit, ou bien parce que justement tu n'as pas de reconnaissance de dette? Le type, tu le connais, tu sais qu'il est là, etc. Il ne s'est pas volatilisé, mais tu n'as aucune preuve. Et quand tu vas toquer à sa porte, tu lui dis hey, tu me dois tant, et il te dit non, non, je te dois rien. Elle est où la preuve? Montre-moi la preuve que tu m'as prêté tant et tant, je te dois rien du tout. Donc lui, il renie. Il renie qu'il te doit le moindre argent et malheureusement, tu n'as pas de preuve en ta faveur. Donc c'est cuit. Dans tous les cas que le type ait disparu ou qu'il soit toujours là mais que tu n'as pas de bayina et qu'il refuse de te rembourser, eh bien considère que cet argent il est perdu et tu n'as pas de zakat à sortir dessus. Dernier cas de figure, lorsque la dette elle traîne pendant plusieurs années. Moi, j'ai prêté de l'argent à mon frère et je lui ai laissé un long laps de temps. Je lui ai dit, c'est pas grave, tu me les rembourseras dans 3 ans. Ne te presse pas, je comprends que ça prend du temps pour rembourser. Tu me les rembourseras dans 3 ans. On part du principe que j'ai le nessab, etc., etc. Combien j'ai de zakat à sortir, à votre avis, sur cette somme-là? Imaginons que c'est 1 000 €. Est-ce que je sors 2,5% de ces 1 000 € une fois ou bien je dois les sortir 3 fois parce que je vais donner 3 ans? Effectivement, j'ai 3 années de zakat à sortir. Pourquoi? Parce qu'on a dit cet argent-là, lorsque j'ai une preuve ou que je l'ai confié, je l'ai prêté à quelqu'un de confiance, de solide, on considère que cet argent, il m'appartient toujours. Je lui ai prêté, je lui ai pas donné. Donc cet argent, il est à moi. Il doit me les rendre. C'est toujours ma pleine propriété. Imaginez que je prête un vélo à mon voisin. Mon voisin, il vient sonner. Est-ce que tu peux me prêter un vélo? Je dois aller à Carrefour et je te le rends je te le rends demain. Je dois faire des courses, je te le rends demain. Est-ce que lorsque tu prêtes ton vélo à ton voisin, ça devient sa propriété à lui? Ou c'est toujours toi le propriétaire du vélo? Donc prêter de l'argent
ça, ça ne changerait en fait que tu es toujours le propriétaire de cet argent. Et donc, tu as été propriétaire de ces, dans mon exemple, 1000 euros que tu as prêté, tu en as été propriétaire de ces 1000 euros pendant 3 ans. Donc, tu as 3 années de zakat à sortir sur ces 1000 euros. Donc, comme la zakat sur 1000 euros, c'est 25, tu auras 75 euros à sortir. Est-ce que tu dois les sortir 25 euros chaque année ou tu les sors uniquement lorsque tu as récupéré tes billes? Les savants ont divergé. Et je vous avoue que pour le coup, on va se contenter juste de l'avis de l'imam Malik et du madhab de l'imam Malik, parce que je trouve que c'est le plus souple sur la question, il nous facilite. L'imam Malik, il nous dit oui, tu as autant de zakat à sortir que d'années qui se sont écoulées sur cette somme-là, mais tu ne sortiras ta zakat sur cette somme-là que lorsque tu l'auras récupérée. Parce qu'il se trouve que toi, si tu sors à l'avance une grosse zakat sur une grosse somme que tu as prêtée, alors que toi-même, tu n'as pas grand-chose, ça va te mettre dans la gêne. Et le but, c'est pas de te mettre dans la gêne tout en aidant les autres. D'abord, je sauve ma propre pomme. Donc Allah étant infiniment miséricordieux, on considère que je sortirai ma zakat, certes plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs années qui se sont écoulées dessus, mais je la sortirai que lorsque j'aurai récupéré cet argent. Donc dès que j'ai mes 10 000 euros que je parviens à récupérer, là oui, je sors 75 euros parce que je les ai prêtés pendant 3 ans. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. En plus, il est pile poil 22h, walhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين